aussi. Arrête, s'il te plaît. Tu m'as pas payé sup. Ouais, pardon, arrête. On a lancé. Je te jure que je ne sais pas comment faire pour arrêter. Super, recule un peu. Voilà, bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Voilà, on est là en présence du combattant Niébé Edouard qui va nous raconter son parcours, son arrestation et son séjour au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Voilà, donc ça sera un monologue. Donc, genre, je ne vais pas trop te poser de questions. Tu racontes. Tu commences du début jusqu'à la fin. Et vraiment, n'oublie aucun détail important. Voilà, donc tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos AP, nos sympathisants. Bonjour à mes co-gardés à vue. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent dans cette lutte. Je suis Niébé Edouard, l'un des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont été raflés le 4 août dernier aux abords du palais des congrès de Yaoundé. Eh bien, mon périple, il s'est passé un peu de façon étonnante déjà que il ne s'agissait pas des manifestations. Là, j'aimerais bien lever cet équivoque-là. Il y en a qui parlent de manifestations. Non, nous n'étions pas là-bas pour manifester. Et la veille de ce jour, je n'avais même pas le programme de m'y rendre là-bas, encore moins le matin. Je me suis réveillé et je suivais les audiences sur Naja TV de Jean-Bruno Tagneux jusqu'à ce que la dictature décide même de couper le live. Et puis je me suis dit que mais ils se prennent même pour qui? Même pour transmettre les audiences sur Facebook Live, c'est interdit. On m'en va donc là-bas pour suivre ça en direct. Voilà comment je m'y rends dans l'après-midi. Ils avaient déjà procédé au RAF depuis la matinée. Quand j'arrive là-bas à 13h, 14h, il n'y a presque plus personne. Et puis, je suis aussi raflé à mon tour. Est-ce que tu peux, je te coupe pas, est-ce que tu peux vraiment entrer dans les détails de comment on t'a raflé? Parce que si tu dis raflé comme ça là. Bon, je descends du taxi au niveau de sous-préfecture Tinga. Je monte jusqu'à Carrefour Foire où j'ai laissé quelques AP là avant qu'ils ne soient raflés. Puisque bon, j'ai vu pas l'engouement, il n'y avait rien de bon, c'était pas possible d'entrer. Et c'est à ce moment-là que moi je prends la route qui va vers Golf Bankolo pour aller chez moi en famille, puisque j'ai ma famille à la carrière. Donc j'étais déjà en train de rentrer, il n'y avait rien de bon, on ne laissait personne entrer au palais de congrès ce jour-là. Et puis on m'interpelle, puisque j'étais en train de faire un live aussi. C'est la police qui m'interpelle, comme ils ont aperçu la torche de mon téléphone allumé. Bon, jusque-là, je sais qu'il ne se passe rien, j'ai commis aucune infraction. Je marchais en faisant mon live
en filmant les rues. Et puis, ça devient toute une histoire où on doit m'interpeller. Je coopère, je leur remets mon téléphone. Ils m'ont même demandé de le déverrouiller là. Je le déverrouille, je ne sais pas tout ce qu'ils cherchaient. Peut-être qu'ils voulaient voir les images de ceux qui affrontaient la police le matin. Il n'y avait aucune de ces images dans mon téléphone. Je leur remets ma CNI. Et puis, je suis embarqué direction le central numéro 1. Et dès qu'on arrive au central numéro 1, je trouve beaucoup d'API que je ne connaissais pas avant là-bas, qui sont en train d'être auditionnés. Et puis, on me demande encore de donner cette fois-ci le mot de passe de mon téléphone. Je leur dis, bon, écoutez un peu, jusque-là, je veux bien coopérer, mais là, c'est quoi le projet? Je n'ai pas à vous donner le mot de passe de mon téléphone. Bon, si vous voulez, je peux encore le déverrouiller. Vous regardez ce que vous voulez regarder, encore que vous n'avez même pas ce droit. Ils me disent non, tu vas donner le mot de passe, tu vas donner au ROHA. Quand quelqu'un te dit que tu vas faire telle chose au ROHA, ça veut dire que tu vas faire ça sous la contrainte. Et au commissariat là-bas, on torture les gens. Oui, ils continuent de torturer les Camerounais, même si nous, on n'a pas été torturés comme nos AP de 2019-2020, mais d'autres personnes se faisaient torturer là-bas, ceux qui avaient été arrêtés en dehors de notre cadre politique. Alors je comprends donc qu'ils vont me torturer pour qu'ils aient mon mot de passe. Dès cet instant-là, je me suis mis en mode suivi et je disais déjà que je vais préférer détruire le téléphone. L'enquêteur à qui on a confié mes affaires, comme il était débordé, il donne donc mon téléphone et ma CNI à un gendarme de la brigade de recherche qui était venu en renfort. Parce qu'il y avait tellement de personnes à auditionner ce jour-là. Donc c'est un gendarme qui m'a auditionné. Et puis il me demande aussi mon mot de passe. Je lui donne un faux mot de passe. Il tape, ça ne prend pas. Il tape, ça ne prend pas. Je lui dis que donnez-moi un peu, j'essaie un peu avec l'empreinte. Dès qu'il m'a donné mon téléphone, j'ai retiré la pochette pour que ça n'amortisse pas le choc. Puisque j'étais debout devant son bureau, j'ai fait un ou deux pas en arrière et de toutes mes forces, j'ai fracassé mon téléphone contre le béton, contre le sol. Ce qui a fait un bruit sec parce que nous sommes dans une pièce où la seule ouverture c'est la porte et il y a les enquêteurs tout autour des murs. Ils sont en train d'auditionner les gens. Donc vous voyez que le bruit n'est pas sorti. Ça a résonné presque comme un coup de feu. Ça a surpris tout le monde. Ils se sont même effrayés. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Je venais de fracasser mon téléphone au sol. Et puis, ils ont essayé de bondir sur moi. Le chef des enquêteurs leur a dit que non, ne le touchez pas, ne le touchez pas. Nous avons reçu les ordres de ne pas les violenter. Mais moi, j'étais prêt que le premier qui me touchait, il recevait sa part de direct à lui. Même si les autres allaient me rosser après. Mais le premier qui allait faire l'erreur de me toucher, il recevait sa part de direct. C'est comme ça qu'il leur donne comme menottes. Et celui qui me menotte, il serre les menottes. Je lui dis que mon frère, les menottes sont serrées. Il dit en quelque sorte que je ne vais pas te donner le lait. Que là où tu es là, tu peux même nous tuer ici. Nous tous sommes déjà en danger. Et puis finalement, mon audition se tient donc devant ce gendarme. Les enquêteurs apprécient le fait que j'étais calme, je ne paniquais pas, je ne tremblais pas, je ne suais pas. Cela les étonnait. Et il y a un qui a dit que mince, une telle chose ne s'est jamais produite dans leurs locaux, que quelqu'un détruise son téléphone. Ils ont donc estimé qu'il y avait les preuves de je ne sais quoi dans ce téléphone-là et que je viens de détruire. Et que désormais, je suis considéré comme un terroriste et que je viens de porter atteinte à la sûreté de l'État. Rendez-vous compte. Et peut-être il y avait les preuves du trafic d'armes et tout. Et c'est ça que je viens de détruire. Non, ils étaient aussi un peu sereins en disant que non, c'est rien du tout. Ils vont récupérer la carte mère, ils vont analyser ça à l'antique. L'antique va leur donner tout ce qu'il y avait dans mon téléphone. Quand je suis donc auditionné, on me demande pourquoi j'ai cassé mon téléphone. Je dis que non, je protégeais
ma vie privée, tu protèges en l'occurrence mes nudes. Faisant un peu écho à leurs camarades. Non, mais on est d'accord, il n'y avait pas de nude dans ton téléphone. Non, il n'y en avait pas, c'est l'excuse que j'ai servi là-bas. Ils me disent que qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton sang caleçon, bien du sang caleçon de ta femme. Je dis que non, c'était au sang caleçon de plusieurs personnes, plusieurs filles, les filles d'autrui. Donc, ta propre fille pouvait aussi être parmi les gens là, monsieur l'enquêteur. Donc, il fallait que je protège la vie privée. D'autant plus que je connais vos méthodes aux voyous. Vous avez fait ça et vous avez publié les vidéos de Paul Chouta que vous ne devez pas publier. Donc, c'est tout ça qui m'a fait donc détruire mon téléphone pour protéger ma vie privée. Et en plus de cela, vous n'avez même pas le droit. Ils me disent que puisque j'ai cassé le téléphone, ils vont venir perquisitionner chez moi. Je dis que tant que c'est hors du cadre légal, vous n'allez jamais arriver chez moi. On va sortir et je vais vous balader dans tout Yaoundé. Je ne vais pas vous conduire chez moi. Si vous avez un mandat, on ira peut-être chez moi, vous allez faire votre perquisition. Entre temps, je parle, les menottes sont serrées. Quand je demande de serrer les menottes, ils me disent qu'ils attendent aussi un mandat du procureur pour desserrer mes menottes. Voilà comment je suis auditionné pendant plus d'une heure de temps, les menottes serrées. Que finalement, quand on a fini de m'auditionner, quand il fallait signer, puisque j'étais menotté les mains en arrière, ils m'ont retiré les menottes en ce moment-là. J'avais carrément les poignets en feu qui gonflaient, qui faisaient mal. Bon, et aussi, voilà, au niveau, à ce moment-là aussi, j'ai perdu mes lunettes qui sont tombées, ça s'est cassé. Donc, dans ce cafouillage-là, mes verres optiques médicales qui sont cassés. Donc, voilà. Finalement, je suis mis en cellule. Je suis le dernier qui est arrivé là-bas en cellule. Il y a plein d'autres AP, 28 au total. Et on a donc commencé à les présentations. Je suis AP de telle commune, de telle ville, parce qu'il y avait d'autres qui sont même venus de Douala, qui sont venus suivre les audiences à Yaoundé. Bon, voilà comment s'annonce cette mésaventure qui va durer 25 jours. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que personne en ce moment ne savait où exactement nous sommes détenus. Et il paraît que Maître Ali Cheikh, je ne sais pas si je prononce bien son nom, serait venu et ils lui ont dit que nous ne sommes pas là et pourtant nous étions effectivement là en ce moment. Donc pendant peut-être que 2 jours, on ne savait pas exactement où on se retrouvait. Donc finalement, les trois premiers jours ont été un peu difficiles puisque ne sachant pas où nous sommes, combien nous sommes, il fallait un peu survivre. C'était un peu difficile avec l'eau, la nourriture, mais après quand le parti a su où nous étions et combien nous étions, les choses allaient de soi comme d'habitude en termes de rations alimentaires, l'eau et toutes les commodités dont nous avions besoin. Durant donc mon séjour là-bas, vous avez remarqué qu'ils ont libéré les AP par vague. Ils ont estimé que, on était 28, ils ont libéré 18. Ils ont estimé que nous autres qui sommes restés, les 10, qui étions au commissariat central numéro 1, je rappelle que dans d'autres endroits, il y en avait aussi, je ne sais pas où exactement, donc je vais parler de ce que j'ai vu, ce qui me concerne. Ils ont estimé que nous sommes les meneurs. Et à la fin, ils diront que je suis même le meneur des meneurs. Parce que si je détruis mon téléphone, ça veut dire qu'il y avait les preuves là-bas. J'ai beau les rassurer que je ne suis dans aucun groupe du MRC. Non, ils m'en voulaient. Ils ont essayé de nous montrer les uns contre les autres en disant que c'est Nebedua qui vous bloque ici là. Tant qu'on ne connaît pas le contenu de son téléphone, on ne peut pas vous lâcher. Et c'est devenu aussi une affaire d'extorsion de fonds. Que non, il faut que tu répares ton téléphone. On doit savoir ce qu'il y a à l'intérieur. La fichière équité, c'est 25 000 francs. Donne les 25 000 francs, on va acheter ton téléphone. Bon, je rappelle que quand j'ai cassé mon téléphone, il s'est plié en L. Le point d'impact s'était effrité et puis l'écran est quitté mais sans complètement tomber. Donc,
je doute vraiment qu'il soit réparable. Donc bref, on a continué mes aventures là-bas, parfois avec quelques petites querelles entre nous, ça n'a pas manqué, mais bien sûr, on s'entendait toujours sur l'essentiel. Et puis, les enquêteurs, bon, certains compatissaient, non, vraiment, nous, on vous comprend, ils essayaient un peu de nous accorder certaines faveurs, de nous mettre dans de meilleures conditions. Il est vrai que la prison en elle-même, la détention, même, surtout quand elle est arbitraire, elle est déjà une forme de torture, mais quand même certains policiers, il faut le souligner, ont essayé d'alléger notre séjour là-bas. Voilà, ils sont comportés vraiment comme des parents qui comprenaient notre lutte. Ils nous respectaient d'ailleurs. Ils disaient aux autres, gardez à vue que nous ne sommes pas comme eux, parce que nous luttons pour une idéologie, nous luttons pour une cause. Nous ne sommes pas là parce que nous avons volé ou quoi que ce soit. Donc, on était un peu des privilégiés par rapport à d'autres. Bon, moi, j'ai une question. Oui. Tu n'as pas eu droit à la fameuse question qu'on connaît tous là, parce que pendant l'interrogatoire, tu as décliné ton identité. Ah oui. Et ils se sont rendus compte que tu es un digne fils Ewondo. Ah oui, merci de le souligner. Alors, les auditions se passent d'abord avec la brigade, la BAC. Je crois que c'est brigade anti-gang. Donc les policiers centrales numéro 1, les anti-gang, sont de nous auditionnés. Avec d'autres gendarmes aussi. Et on recevra quelques temps après la DST, je crois que c'est Direction de la Sécurité Territoriale, quelque chose comme ça. Ils sont venus d'eux en costard nous auditionner à nouveau. Et ils me reçoivent dans un bureau. Et puis on me pose la question, tu fais quoi avec ces gens? Je feins de ne pas comprendre. Je dis, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. L'un d'eux prend la liste. Il me dit que, écoute les noms. Tuendi, Tuemeni, Tio. Il dit qu'après, on lit Niebe Edouard. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec ces gens? J'ai étouffé mon rire. On est passé à une autre question. Donc, il n'a pas prononcé le mot Pampamileke. Oui, c'est vrai, ils ont tribalisé la chose. Ils étaient étonnés. Je leur ai dit que non, vous êtes étonnés pourquoi? Je suis un fils d'une Fungi. Lui, ils m'ont demandé que tu es de quel département? J'ai dit Fungi. Où exactement? J'ai dit Yaoundé 2. Tu connais le patriarche? Je dis quel patriarche? Celui que à Tangan j'avais destitué. Je dis Sa Majesté du Ref. Il dit que oui, c'est ça. Il dit que nous sommes parents. Après l'un dit que je comprends. C'est lui qui t'a amené au MS et dit que non, je ne suis pas un enfant qu'on manipule ou bien qu'on trimballe. Je suis par condition. Et puis à un moment, j'avais l'impression que je passais un entretien d'embauche parce qu'ils avaient même commencé par me demander mon niveau d'études. Ils étaient étonnés. Je leur ai dit, ok, j'ai fait ma licence où en reculé. Ensuite, j'ai fait un master où à l'université catholique. Je me dis que, mais avec ça, pourquoi quand tu as reçu 1 milliard pour boycotter les élections en 2020, tu t'as donné combien de dents? Je dis que, ah bon, avant on parlait de 2 milliards, donc maintenant vous dites 1 milliard, mais bon, c'est bien pour lui. Mais tout ce que je fais avec ma propre conscience. Même comme tout, et tout ce qu'il fait, je ne suis pas d'accord avec. Donc, s'il a reçu 5 milliards pour boycotter selon vous, mais moi je vois que le boycott était une bonne chose. Bref, ils ont tribalisé effectivement, ils ont essayé de me monter contre les AP et de monter les AP contre moi, ça n'a pas marché. Ce n'est pas le seul cas. Mon enquêteur me dira les jours avant qu'on nous libère, il me dira que je suis un traître, je suis un Judas. Vous comprenez pourquoi. Et cet enquêteur-là est petit, comme moi. Et un jour, il me dit ceci que lorsque les avocats, le collectif d'avocats Microsoft avait posté sur Facebook que nous sommes encore détenus
illégalement parce que on doit remettre 25 000 francs pour réparer le téléphone qu'on doit exploiter, que sans cette exploitation-là, on ne pourra pas nous libérer, et tout et tout. Ils se sont énervés et ils m'ont dit que ils ont essayé de nier cela. Les autres AP ont dit que oui, vous avez effectivement demandé 25 000 francs à Niébédois pour qu'il répare le téléphone. Donc bref, il n'assume rien. Et à ce moment-là, mon enquêteur dit que de toutes les façons, cette publication n'aura aucun impact pour lui parce qu'il rend compte au divisionnaire. En Betty, il rend compte au divisionnaire Modou. Modou rend compte au DGSN. Bangangele rend compte à Bia. Et puis j'ai ri. Il ne se rendait même pas compte de ce qu'il disait. Donc, il vous trace toute une hiérarchie. Ce sont les mêmes noms. Lui étant Betty, il dit qu'il rencontre à un Modou. Modou rencontre à Bangangele. Bangangele rencontre à Bia. Voilà la police. Après, quand on va dire que c'est une police politique, une police tribale, une police nationale. La police du RDPC. La police du RDPC. C'est un bon s'offusquer. Donc voilà une réalité qu'il fallait souligner. Et il faut aussi nous raconter, quand on vous a libéré, il y a eu quoi? Parce que Maître Mélia parlait du paiement d'une caution. Oui, il nous a dit qu'on a été libéré sous caution 50 000 francs. Chacun? Oui, chacun. Mais le premier groupe, le groupe des 18, ils n'ont pas payé de caution. Ils ont été tout simplement libérés après peut-être une dizaine de jours. Donc nous, on nous trimballait depuis mercredi de la semaine dernière. Déjà on a été déféré au tribunal militaire. Donc, qu'est-ce qu'ils nous reprochaient? Voyez-vous, vous êtes allés suivre les auditions, il n'y avait pas une manifestation, rien du tout. Et puis, ils nous ont inculpés pour appel à l'insurrection, rébellion, attroupement en vue d'une manifestation publique non autorisée et quatrièmement, outrage à fonctionnaire. En dehors de ça, d'autres avaient peut-être défaut de CNI. Les CNI qu'ils ont eux-mêmes égarés là-bas dans leurs locaux. Moi aussi, d'autres, ils me considèrent aussi, comme je vous l'ai dit, comme un terroriste, même s'ils n'ont pas finalement écrit ça, que je porte atteinte à la sûreté de l'État parce que j'ai détruit mon téléphone. Les dossiers ont été envoyés une première fois au tribunal militaire. Le tribunal militaire a renvoyé les dossiers que non, il requalifie les faits. Finalement, ils ont gardé un seul motif, attroupement en vue de commettre une manifestation non autorisée. Et puis, mercredi la semaine dernière, on part au tribunal militaire. Le tribunal militaire dit que bon, il est finalement incompétent. Qu'on nous amène au tribunal de première instance. On nous amène là-bas, on ferme on nous met à la cellule du parquet. Franchement, j'ai fait des cellules. Je n'ai jamais vu une cellule aussi malpropre. Je me suis demandé que mais cette cellule-là m'a fait penser au cal des négriers qui transportaient nos ancêtres pour aller travailler dans les champs de canne à sucre en Europe et en Amérique. Donc, nous étions là-bas parqués comme nos ancêtres, les esclaves, qu'on parquait dans des cales, des bateaux des esclaves, comme des marchandises. Vous vous rendez compte que une cellule qui fait à peu près 4 mètres de large sur maximum 10 mètres de long, vous êtes environ 130 personnes. Vous êtes collés comme des sardines les uns aux autres. Impossible de t'asseoir, impossible de t'accroupir. Toute une journée. Les audiences, le parquet peut durer jusqu'à peut-être même minuit. Vous allez là-bas à partir de 9h, 10h. Toute la journée, vous êtes debout. Les toilettes débordent à telle enseigne que les urines qui ont une odeur nauséabonde avec les asticots commencent même encore à envahir l'espace de la cellule sur presque la moitié de la cellule du parquet.
Et il y en a qui marchaient sur ces urines-là. L'air est irrespirable. Et dans tout ça, il n'y a pas de grandes ouvertures pour respirer. Il y en a qui suffoquaient, qui faisaient des détresses respiratoires. Justement. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu des malaises là-bas? Oui, bien sûr. Il y en a qui toquaient là, qu'ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus respirer. On venait les ouvrir, on les laissait quelques instants dehors là, ils reprenaient leur souffle. Je me suis dit, vous êtes asthmatique dans la cellule du parquet là-bas, vous pouvez mourir. Wow. Vous pouvez mourir. Donc, et c'est dans ces conditions-là que les gens vont manger sans même laver les mains. Et je vous laisse imaginer les tensions. Les gens sont tellement nerveux que il fait chaud. Moins de regard de travers, vous recevez un coup de poing. Moins de paroles, même si elle n'est pas offensante, ça dépend de celui à qui elle est adressée. Il y a les bagarres. Nous sommes arrivés là-bas mercredi la semaine passée à 14 h. Avant 2 heures de temps, il y avait déjà eu, j'ai compté une dizaine de bagarres. Bon, ça ne nous concernait pas. Oui, bien ça sûr. concernait les autres. Les détenus de droit commun. Voilà, effectivement. Et une violence à nul autre pareil. Elle est verbale, elle est psychologique, elle est physique. Parce que en 2025, les geôles du dictateur Biya sont pires que les calques où on enfermait les esclaves dans le temps de l'esclavage. En 2025, il faut y aller pour croire. Et puis je me demande à quoi servent les droits de l'homme. Franchement, ça tombe bien, vu que tu étais déjà en arrestation quand on a éliminé la candidature de notre président Maurice Kamto. Ah oui. Donc l'occasion pour moi de te demander ton point de vue. Je pense que la nouvelle t'a trouvé en cellule. Déjà, essaie de nous raconter l'ambiance quand vous avez appris en cellule. Personnellement, je m'attendais à ce que Yaoundé et Douala au moins bougent. Nous tous. On était en train d'aménager l'espace là-bas, que non, il y aura forcément les mouvements. On va arrêter d'autres AP qui vont contester cette décision-là et ils vont venir nous trouver là-bas en cellule. Et puis, quand on a compris qu'il n'y a aucun mouvement... Non, mais c'est pas ça. Il y a eu des arrestations ce jour-là. Par exemple, le militant du Manidem, oui. Mevois. Il a été arrêté, monsieur Mevois, pardon, il a été interpellé. Oui, bon, je pensais peut-être plutôt à des soulèvements, des contestations populaires. Oui, voilà. Et puis bon, c'était comme un coup de massue. Je crois que tout le monde s'est couché ce jour-là avant 21 h ou avant 20 h. Moi, je suis en couche-tard. Quand je me redresse, je regarde à droite, je regarde à gauche. Tout le monde dort. Il y a même une de nos AP qui a pleuré. Le lendemain, il ne se passe rien les jours qui suivent. Donc, c'était pour moi, honnêtement, je vais vous le dire, une déception. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut laisser une telle forfaiture passer comme ça là, sans réagir? Et puis, dans nos discussions, on disait maintenant que bon, le président Kamto va s'allier peut s'allier avec tel candidat et puis on va suivre le mot d'ordre et puis. Tout cela, moi, ça m'indiffère. Moi, j'aurais voulu qu'il soit imposé par nous, dans la rue. Donc, bon, ça veut dire que tu ne vas pas voter? Jusqu'à présent, je ne sais pas. Je ne sais pas déjà que, honnêtement, le changement par notre slogan, le changement par les unis et dans la paix, j'ai jamais vraiment cru. Et je crois que la décision de Clément à Tangana du 5 août m'a donné raison. Mais pas parce que nous, on a un mauvais slogan. Non, le slogan n'est pas mauvais, mais c'est justement ceux à qui nous avons affaire. Okay. Ils se foutent du changement par la paix et par les unis. Ils sont là dans une logique de conservation. Ils sont prêts à tout. Alors, on dit souvent que il y a que on ne peut pas faire la même chose plusieurs fois en espérant avoir un résultat différent. Si on a montré notre bonne foi que nous sommes légalistes, nous voulons le changement,
dans la paix et par les urnes. Et une telle forfaiture disqualifie Maurice Kamto. Et je pense qu'il est temps de passer à autre chose. D'accord. Ok. Pour revenir à ton arrestation et à tout ce que tu as subi au commissariat, tu t'es rendu hier au central numéro 1 et ils ont refusé de te rendre ton téléphone cassé pour que tu puisses le réparer. Puis après, j'allais prendre mes affaires. Bon, il s'est dit là-bas que mon téléphone est à l'antique, sous exploitation. Même si certains informaticiens pensaient qu'ils ne tireront pas grand-chose de ce téléphone-là. La façon dont il a été détruit, bon, que je n'ai rien à cacher. De toutes les façons, qu'il soit exploité ou pas, j'ai rien à cacher. Je voulais préciser que je l'ai fait, pas parce qu'il y avait quelque chose à cacher, mais je l'ai fait pour la sécurité des AP. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant les auditions? Merci de revenir là-dessus. Ils piégeaient les autres AP. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'ils sont en train de t'auditionner, l'enquêteur a ton téléphone à main. Dès qu'on t'appelle, il décroche, il imite un peu ta voix. Allô, 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 position, position, vous êtes où? Vous êtes où? Dès que vous lui donnez votre, là où vous vous trouvez, votre localisation, il pouvait envoyer les éléments là-bas ou même aller les accompagner et vous rafler et vous amener. Une autre méthode, c'est qu'ils écrivent, imagine-toi Flore, tu reçois mon message que bon, Flore, retrouve-moi à tel endroit. Tu ne vas pas te douter une seule seconde que c'est un piège. Non. Tu vas me rejoindre là-bas alors que c'est un guet-apens et ils vont t'attraper. Donc c'était ça en fait le motif de l'exploitation des téléphones. Effectivement. Donc, en fait, non, il exploite les téléphones aussi pour voir les gens, par exemple, qui parlent de la sédition, par exemple. Ceux qui ont partagé les trucs no make erreur, machin truc comme ça là. Ou bien ceux qui ont planifié ce qu'ils ont appelé les manifestations. Donc voilà les objectifs. Non seulement piéger les gens, mais ensuite avoir la preuve que le propriétaire du téléphone là a planifié l'insurrection. Ce qui est tout à fait qui sort de leur imagination. Donc voilà. Donc quand ils utilisent mon téléphone, c'est pour la sécurité de mes contacts. Qu'il ne fallait pas qu'on les piège et puis qu'ils tombent dans le même trou que nous. Okay. Parce qu'ils ont des méthodes de voyous. Et tout ça, c'est illégal. Le procureur de la République ne se demande pas pourquoi est-ce qu'ils le font, mais il s'interroge pourquoi est-ce que moi j'ai cassé mon téléphone. Bah, c'est ton téléphone en même temps. C'est mon téléphone. Il n'avait pas le droit de violer ma vie privée, encore moins de piéger les gens comme il le faisait. Ce sont de bons voix, c'est ces enquêteurs. Ok, d'accord. Et donc, depuis que tu es sorti, comment va la vie en général? C'est-à-dire, comment tes proches t'ont accueilli? Je sais que c'est pas facile, mais... Bon, déjà, quand je suis arrêté, avant même que je ne sois arrêté, vous connaissez certainement mon expérience d'Abomban, où ma famille avait été manipulée et n'avait pas joué un bon rôle dans ma détention, ce qui a même d'abord fait que je passe 3 mois de détention provisoire parce que ma famille me privait de mes amis politiques et conservait un certain nombre d'informations et aussi se laissait manipuler par les autorités dans Bomban. Et puis bon, je comprends que ma famille n'a pas l'habitude. Mais dis-nous, tu as fait la prison à Bomban, c'est ça? Oui. Pour quel motif? Bon, c'était... Non, juste une parenthèse, parce que les gens peuvent imaginer que tu es un délinquant. Non, je ne suis pas un délinquant. Voilà. C'était une affaire... Bon, j'ai compris que c'était un règlement de compte tenu de mon activisme, de mon militantisme politique. Oui. Une histoire d'un homme, mon ancien bailleur, qui est quelqu'un de très violent, qui battait son épouse. Et puis, j'avais défendu cette dernière à plusieurs reprises. À partir de ce moment, il me rendait la vie difficile. Il me disait que je sors avec sa femme, pourquoi je m'interpose entre elle et lui, et je dois quitter de chez lui, alors que j'ai donné 3 mois de loyer, je n'ai même pas encore consommé 1 mois de loyer. Et puis,
il me mettait mal à l'aise, il me prive de la lumière, il me prive des toilettes extérieures. Je finis par porter plainte. Une fois, il a arrêté, il est traduit au parquet, libéré. Une deuxième fois, il a arrêté, il est traduit au parquet, il est libéré. Et puis, tellement il a insisté que je dois partir de chez lui, les méthodes légales n'aboutissaient pas parce que j'étais dans mon droit. Il a donc usé de force avec son neveu et ses enfants. Ils sont donc venus pour m'agresser chez moi, pour me faire sortir comme à l'ancienne fois, pour enlever les portes, les fenêtres, prendre mes affaires, mettre dehors. C'est donc dans ce sens-là qu'il y avait donc eu une altercation entre eux et moi. J'ai donc, et puis ils avaient les armes blanches. Ma cousine et moi, on a reçu des coups et on s'est défendu et j'ai blessé son fils de 14 ans. Et c'est là où il s'en va porter plainte, blessure sur mineur. Et j'ai présenté moi-même ma part de plainte, mes 2 plaintes qui sont allées nulle part et qui avaient même disparu au tribunal. Parce que j'allais et on me disait que non, on va vous notifier, on va vous notifier, on va vous notifier. Mais quand il a porté plainte, sa plainte allait tellement vite que j'ai compris que c'était un règlement de compte. On te calculait. Voilà, il me calculait. Et puis donc, je suis donc arrêté comme ça là, et mis en détention provisoire pour blessure sur mineur. Mes avocats sont débattus en disant que non, c'est la légitime défense. Je suis pas allé blesser le mineur chez lui. Un mineur, soi-disant de 14 ans, mais c'était un gaillard. Je suis pas allé le blesser chez lui. Je ne l'ai pas blessé dans la rue. Je l'ai blessé en me défendant chez moi et il avait aussi l'arme blanche. J'ai présenté les photos, les vidéos. Une vaillante ancienne voisine, une petite fille de 19 ans a eu le courage de venir témoigner en ma faveur. Là où les vieux, les pères, les mères ont refusé de venir témoigner par tribalisme et par peur. Malgré tout cela, on m'a condamné à 3 ans de suicide pour blessure sur mineur. J'ai fait appel à la cour d'appel de Bertois. Apparemment, mon dossier est toujours en route entre Abomban et Bertois. Donc, en résumé, tu as fait la prison à Abomban parce que tu défendais une femme battue. Effectivement. Donc, et ta famille donc ne t'a pas beaucoup soutenu? Pas du tout, pas du tout. Et maintenant? Et maintenant, non, j'avais donc pris certaines résolutions en disant à mon entourage politique que si je tombe encore dans une affaire comme celle-là, ou bien politique, que ma famille ne s'approche pas. Et quand ils ont compris que je suis tombé, j'étais arrêté, ils ont dit cela, que Nivedo avait dit que sa famille ne se mêle plus de quoi que ce soit. J'ai personnellement missionné quelqu'un d'aller dire à maman que je ne veux pas les voir à côté là. Ils ont accepté ma décision. Et que ce soit ma famille politique de Stand Up for Cameroun ou celle du MRC, elles ont très bien travaillé et la preuve c'est que après 25 jours, nous voici dehors. Mais par contre, si ça avait été avec le canal familial, les choses auraient été compliquées parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de procédure. Et ils se seraient laissés manipuler et même peut-être escorter des sous inutilement. En parlant d'extorsion, ils ont fait cela dernièrement, nous les 10 qui sommes restés. Les voyous de la DST ont commencé à contacter nos parents. Il y a un de nous, Bamou, à qui sa nièce, ils sont allés voir, les éléments de la DST sont allés voir sa famille disant que non, votre frère, votre fils n'a rien fait, on a son dossier en main, on peut le libérer, mais il faut quelque chose. Voilà comment sa nièce a donné 50 000 francs CFA. Wow. En outre, sa famille a aussi été contactée. Quand ils nous ont rapporté cela, j'ai rappelé les miens leur disant que si vous recevez la visite des anti-gangs ou bien des gens en costume là-bas qui vous disent qu'ils sont de la sécurité territoriale, ils vous demandent de l'argent, ne leur donnez rien, ne répondez même à aucune de leurs questions. Dites-leur que nous avons des avocats, qu'ils se dirigent vers nos avocats. Nous autres, on a alerté, les 8 autres, on a alerté nos parents. Donc, voilà autant de raisons pour lesquelles je ne voulais pas que ma famille se présente là-bas et que Dieu me pardonne. J'ai même tué ma mère parce que quand ils m'ont demandé, quand ils commencent ton audition, ils demandent ton nom, ta filiation, ton père, le nom de ton père. Est-ce qu'il vit encore? Non, il est décédé. Le nom de ta mère, je donne le nom de ma mère.
Est-ce qu'elle vit encore? Il dit que non, elle ne vit plus. Donc, maman, je te présente mes excuses. Non, elle comprendra sûrement. Donc, c'était pour qu'on sache que j'assume ce que je fais, que je ne suis pas un enfant, qu'on va passer par un parent pour faire des magouilles. Donc, voilà. Ok. Bon, maintenant, je pense qu'on a déjà passé 30 minutes de live. On est mardi et il est 12 heures. Donc, c'est pas évident d'avoir les gens connectés. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont posé des questions, peut-être. Non, là, il y a quelqu'un qui a juste demandé pourquoi tu avais cassé ton téléphone, mais je pense que tu es revenu dessus tout à l'heure. Non, il n'y a pas de questions. Si je devais recommencer, je le referais. Donc, j'invite les AP à être vigilants. Hein. Parce que même dans le passé, en 2019-2018, c'est comme ça qu'ils ont piégé d'autres AP. Donc, déjà, même quand j'allais, tu te rappelles quand on manifestait avant, moi, je ne venais jamais avec mon téléphone Android. Tout à fait. Mais comme le 4 août là, je ne sortais pas pour une manifestation, j'allais suivre les audiences, j'ai pris mon téléphone Android. D'habitude, quand c'est pour les manifestations, je prends mon téléphone à bouton, je mets ma puce à l'intérieur. Bon, le téléphone à bouton, si on le prend, on ne peut pas l'exploiter, il n'y a rien de bon dedans. Et là, j'étais obligé de le détruire comme je voulais expliquer. Et j'invite vraiment les AP à être vigilants pour les prochaines fois. Ok, et le téléphone n'est pas le seul objet que tu as perdu en détention? Ah oui, mes lunettes optiques médicales. Et puis, j'ai appris qu'il y a certains qui sont organisés pour faire une levée de fonds de manière spontanée. Je les remercie déjà. Je crois que l'initiateur, c'est Masayo, mon ami Aubin. Merci déjà pour cette initiative-là. J'en ai vraiment besoin. C'est pénible maintenant que je suis en liberté. Je fais face au soleil. Je ne sors pas comme je veux quand il fait chaud. C'est vraiment difficile. J'ai les migraines et puis la nuit, je ne dors pas. Bon, et vous voyez, je ne suis pas connecté depuis sur mes réseaux sociaux parce que justement, je ne suis pas injoignable. Je suis injoignable, pardon. Non seulement le téléphone est cassé, le laptop est aussi en panne. Donc, aucun moyen de me joindre actuellement. Si mais tu n'as pas, parce qu'il y a des gens qui demandent ton numéro OM, je viens de voir un commentaire. Même tes puces, tes cartes SIM, tu ne les as pas. Mes cartes SIM sont toujours dans le téléphone. Je préfère qu'ils passent par ton canal, donc qu'ils te fassent confiance. Okay. Tu as les OM, tu as les Momo. Je te fais aussi confiance, qu'ils te fassent confiance. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-bas. Le PayPal qu'ils ont organisé, c'est surtout pour les gens de la diaspora. Je les remercie d'avance. Et puisque nous en sommes au remerciement, je voudrais remercier aussi nos avocats, le collectif des avocats, le Mercosur, particulièrement Maître Ndam, qui m'a été recommandé. Enfin, c'est l'avocat que Stand Up for Cameroun m'a personnellement envoyé. Bien que je leur ai dit que le collectif est déjà sur pied. Donc j'avais, en dehors du collectif, il y avait aussi un avocat qui venait de Stand Up for Cameroun. Donc, maître, je vous remercie tous pour votre dévouement. Vous êtes très compétents et votre travail a abouti à notre libération. Donc, soyez remerciés. Je vais remercier tous les AP qui sont mobilisés pour notre entretien. La nourriture, l'eau, les visites, les médicaments, ce qui nous remontait, le moral. Je les remercie tous. Ils sont ici avec nous au Cameroun et même depuis la diaspora, certains ont contribué. Je vais remercier aussi ceux qui ont fait des plaidoyers pour nous auprès des autorités parce que par exemple, Sa Majesté Bilo-Efa est allé discuter avec le préfet que mais pourquoi tu gardais ces gens en garde à vue administrative, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, et c'est suite à cette pression là que on a libéré la première vague des 18 de notre côté. Donc beaucoup ont fait des plaidoyers comme cela. Je remercie ceux qui sont mobilisés même sur les réseaux sociaux. J'ai eu droit à une très belle affiche de la part de Stand Up for Cameroun, donc à ma famille Stand Up. Vraiment, big up à vous. Merci beaucoup à ceux de la diaspora aussi, ceux du Cameroun.
Madame Kawala et tous les autres de Stand Up for Cameroun. Je n'oublie pas Maurice Kamto. Je sais qu'il est discret, il nous envoyait, il prenait de nos nouvelles. Il prenait de nos nouvelles et nous lui disions aussi que nous sommes forts, que nous ne désespérons pas, nous sommes confiants que nous serons libres. Il était à notre écoute. Il était à notre écoute à travers ses émissaires et nous savons qu'il portait aussi nos inquiétudes et aussi il rassurait aussi nos parents. Donc merci au professeur Maurice Kamto, merci à tout le monde. Mais je suis fâché, tu n'as pas remercié les sympathisants. Ah oui. C'est très important. Il faut oublier, n'oublie personne. Oui, les sympathisants. Et même parmi nous qui étions en détention, il y avait aussi des sympathisants. Nous n'étions pas seulement les militants, il y avait des sympathisants. Et le bon côté des choses, c'est qu'ils ont décidé de prendre la carte du parti. Donc je les remercie aussi. Ils ont vu que le MSC, c'est la vraie opposition. Des sympathisants qu'ils étaient, ils ont promis de prendre la carte du parti. Et aussi, je veux te dire que nous avons fait du prosélytisme malgré nous. Je vais te raconter une anecdote que j'ai failli. Je ne te coupe pas, je vais juste te donner une information à ceux qui posent des questions. Par rapport, j'ai épinglé un commentaire, chers amis. C'est mon nom qui sort, c'est mon nom qui va sortir, Marie Flomboussi, pour les 2 numéros. Donc à la demande de mon ami Niebe Edouard qui me fait confiance sur ce coup. Voilà, j'ai épinglé un message dans les commentaires. Tu peux continuer. Ok. Je disais donc que quand nous qui étions au commissariat Sanka numéro 1, je ne fais que parler de ce que j'ai vu. Donc je ne sais pas pour les autres où ils étaient détenus. Je n'ai pas d'informations leur concernant. Peut-être quelqu'un d'autre fera aussi ce live pour nous raconter comment c'était de leur côté. Nous avons fait du prosélytisme malgré nous. Là-bas, il y avait 3 cellules. Et puis, la nourriture que les AP, les sympathisants et les parents des gardés à vue apportaient était tellement beaucoup que nous nourrissions toutes les 3 cellules de notre côté. Alors, il y a un jour, j'étais témoin en allant distribuer la nourriture à la cellule des enquêtes en cours. Et il y a on les appelle les bandits. Bon, quand tu es entré en celui là-bas, peu importe ton motif, tu es qualifié de bandit. Donc, un bandit qui dit aux autres que, donc ils n'étaient pas de notre groupe, on était dans leur cellule, la cellule des enquêtes en cours. Il dit aux autres que Bia vous enferme quand on vous nourrit. On a éclaté de rire et durant tout notre séjour, c'était une espèce de leitmotiv que Bia vous enferme et c'est comme qui vous nourrit. Et une autre anecdote, c'est que parmi eux, il y avait un qui lui il avait affaire à Interpol. Donc Interpol était venu le chercher là-bas en cellule et l'a amené dans leurs locaux. Et pendant quand on a fini de l'auditionner là-bas, il demande l'heure. On lui dit qu'il est 17 h. Et puis son enquêteur est un peu curieux. Puis il demande pourquoi tu demandes l'heure. Il dit que, s'il vous plaît, je voudrais que vous me rameniez en cellule au central numéro 1. On lui demande pourquoi. Il dit que parce que je ne veux pas rater, je ne veux pas manquer la nourriture que les gens de Kamto vont partager. Partagent là-bas. L'enquêteur est étonné. L'enquêteur dit que donc, ils font une campagne là-bas en cellule. Il dit non. Ils partagent seulement la nourriture à tout le monde. L'enquêteur éclate de rire. Il appelle ses collègues. Il dit que venez écouter ça. Il est en train de dire que les gens de Kamto font campagne même en cellule. Donc, on a fait comme ça du prosélytisme malgré nous. Et puis, j'ai pris personnellement une liste d'environ 8 à 10 personnes qui m'ont donné leur nom et leur contact. J'ai déjà acheminé ça à un responsable et ils seront contactés. Ils ont promis de joindre le mouvement. Parmi eux, il y avait par exemple des gens qu'on raflait. Donc on faisait les rafles là-bas 2 fois par semaine. Donc ils voyaient comment on vivait en famille. On avait les vivres en abondance. On était joyeux. Et puis on leur parlait de
l'importance de s'engager politiquement. Certains se disaient apolitiques, mais on essaie de les convaincre, hommes comme femmes. Et puis, le peu de temps qu'ils passaient avec nous là-bas, pendant quelques jours, ils étaient convaincus et ils nous disaient spontanément que voilà, je veux adhérer. Voilà comment moi, personnellement, j'ai relevé environ une dizaine de noms que j'ai déjà acheminé à un responsable. Et je pense qu'ils ont déjà été contactés vu qu'ils sont sortis des cellules avant nous. Donc voilà, nous avons aussi fait du prosélytisme, ce qui est une bonne chose. Donc tout n'était pas noir dans cette mésaventure. Il y a beaucoup de côtés positifs. Ok. Bon, merci vraiment AP Niébé. Mais tu n'aimes pas donner ton prénom, j'ai remarqué. C'est Niébé Edouard. Est-ce qu'il y a un secret derrière? Mon nom c'est Niébé Edouard. C'est ça mon nom. Ah, mes prénoms, mes noms de baptême, c'est Benoît Ulrich. Bon, je suis africain, même si je suis catholique pratiquant, je préfère mon identité africaine. Mais c'est juste que Edouard, qui est mon nom de famille, certains pensent que c'est le prénom français, Edouard, ou anglais, Edouard, avec W-A-R-D. Non, Edouard, c'est un nom Ewondo, un peu comme Edouard, ou bien Etoile. Donc, Edouard, E-D-O-A, c'est mon nom de famille. Donc, mon nom, c'est Edouard que j'assume. Bon, certains quand ils demandaient Free Edouard, ils écrivaient Edouard, prénom. Bon, je n'en veux pas. Et même quand je me présente Edouard, quelqu'un choisit de m'appeler Edouard pensant que c'est le prénom. Non, c'est mon nom avec un trait d'union, Edouard. Okay. Donc, il n'y a pas un secret derrière. Je suis africain. J'assume mon identité culturelle. C'est pourquoi je préfère mon nom africain à mes noms de baptême. Ok, vraiment c'était un plaisir, ami politique. Je te remercie beaucoup, merci beaucoup. Le combat continue, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je disais que même si on nous libérait, peut-être hier et il y a une manifestation aujourd'hui, moi je sortirais. Moi je disais ça va aux enquêteurs. On n'a rien fait de mal, on va encore manifester. On sort là, on n'est plus gaillardi, on a mûri. Ceux qui avaient peur de la cellule n'ont plus peur ni de la cellule ni de la prison. Cela nous a permis de chasser notre peur. Bon, moi personnellement, la libération a été une surprise pour moi. Moi, je m'attendais à qu'on soit écroué en Kondengui, passant par le tribunal militaire. J'ai déjà fait mon galop d'essai à Bombang, donc la prison ne me fait plus peur, ne peut plus m'effrayer avec. Nous allons continuer le combat sans reculer et nous devons le faire pour nos enfants parce que moi je crains pour 2026 avec la répression qui va commencer, avec la vie chère, la nouvelle loi des finances 2026, nous allons tous le payer. Ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique ou qui sont apolitiques, bah, vous avez tort, mes chers frères et sœurs, vous avez tort. Engageons-nous et chassons Biya et son clan pour l'avenir de notre pays et de nos enfants. Merci à toi, Marie-Flore. Non, rebelle. Voilà. Rebelle. Merci. Je m'en excuse. Merci, Rebelle Moussi. Ouais, je t'en prie, Niébé. Ok. Vraiment, tous ceux qui étaient connectés, je vous remercie. Le direct va rester pendant 1 mois sur ma page. Oui. Donc, le temps pour toi, lorsque tu auras un nouveau téléphone, tu peux également partager parce que tu peux même télécharger la vidéo. Ouais. Ça va te servir de témoignage et ça te permettra de dire à tes futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants que tu as fait partie des héros qui ont travaillé dur pour la chute de M. Biya. Ah, ok, bon. Est-ce que tu penses que M. Biya va partir du pouvoir cette année? Cette année, je ne pense pas qu'il va partir cette année, compte tenu du fait que beaucoup sont sur une mauvaise voie, celle des élections. On ne chasse pas un dictateur avec les élections. Mais si nous prenons d'autres moyens, Biya peut tomber ce mois-ci. Ok. Donc, je suis désolé, quand on voit les gens se bousculer aux élections, plusieurs dictateurs sont tombés après avoir remporté les élections avec les corps faramineux de 80% en montant. Des semaines, des mois plus tard,
ils étaient... Les comparés. Par exemple, ils étaient chassés. Si c'est par cette voie-là, celle qui semble la voie que tout le monde veut emprunter, il va s'éterniser là. Son fils va venir, on n'aura rien à dire. Comme je l'ai dit précédemment, passons à autre chose. D'accord. Mais quel message maintenant pour finir? Quel message peux-tu adresser Mon message, en général? Mon message, c'est une action collective pour la transition politique. Là, Stand Up for Cameroun le crie depuis que on ne peut rien faire avec les élections. C'est la rue. Moi, je suis désolé. Non, mais en même temps, cette idée a été confortée avec ce qui s'est passé. Le rejet de la candidature de notre président. Mais on ne peut pas quand même négliger les élections qui arrivent. Les élections, ça va être un rituel d'humiliation. Mais le peuple... Ça a même commencé. On nous a humiliés. Je me sens humilié. Tu ne sens pas Moi également, humilié? je me sens humilié. Voilà. On a honte. Si je vais en famille là maintenant et qu'on aborde ça, j'ai plus d'arguments. Non, pas forcément. Mais maintenant, il y a un truc, c'est que il faut quand même qu'on parle de la mobilisation populaire. C'est ça qu'il parle d'action collective. Oui. Ou bien mobilisation populaire. Mais pour faire quoi? Vous regardez un peu tout le travail que le MSC a abattu pour les inscriptions aux listes. Tout le travail qu'on a abattu, pour quel profit? Quel profit? Pour qui? Pourquoi ça profite à qui maintenant? Donc, quelque part, revoyons notre... Là, tu t'adresses au peuple en général. Oui, je m'adresse au peuple en général que on doit prendre nos responsabilités. Ce n'est même pas l'affaire du MSC. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. C'est l'affaire des Camerounais. Parce que nous sommes devenus la risée du monde. Écoutez, par exemple, quand on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun, c'est pour dire quoi? Que c'est au Cameroun qu'on peut s'éterniser, c'est au Cameroun qu'on peut disqualifier injustement le leader de l'opposition. C'est au Cameroun qu'on peut faire ça, les Camerounais ne bougent pas. Tout à fait. Non. Tout à fait. Même le Togo nous montre l'exemple en ce moment-ci. C'est ce qui se passe au Togo depuis juin, doit nous inspirer. Pourtant, ils ont eu en Alger, je pense qu'ils ont eu les élections là-bas, mais qui ont été sérieusement boycottées. Mais malgré cela, les contestations, les manifestations continuent. Donc, et ce sont les méthodes démocratiques. Manifester est un droit constitutionnel quand même. Donc, si j'appelle à manifester, si j'appelle à descendre dans la rue, ce n'est pas de l'insurrection. Non. C'est une voie parmi tant d'autres et c'est la voie la plus directe. C'est le suffrage le plus direct du peuple. Là-bas, il n'y a pas la Cour constitutionnelle qui va voler ta voix. On descend en masse, on donne notre mot et ils vont tomber. Donc voilà mon message que je peux donner aux Camerounais en général. Et quant à nos sympathisants, à nos amis politiques, restons mobilisés, restons sereins. Les choses peuvent changer cette année. D'accord. Ok, merci Niébé. Merci à toi. Merci à ceux qui se sont connectés. J'aimerais quand même qu'on sorte avec notre hymne de la Renaissance. Ah oui. Voilà. C'est toujours important de garder à l'esprit que nous sommes des militants du MRC. Ah oui. Et nous le restons. Ok, je vois les commentaires. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, le Téravine, le Seigneurie, par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Il n'y a pas de temps en commentaire. Non, tu as été très. Ok, bon, chers amis politiques, on va se séparer.